France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Caen commence Caen, 1025, la plus ancienne mention conservée dans les actes ducaux de la ville de Caen, alors qu'à Domus, en Normandie. Les guides touristiques d'avant-guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, avant les bombardements de la ville de Caen, présentent Caen comme une ville chargée des traces du passé, sans doute plus que sa rivale, Rouen. De l'abbaye aux hommes à l'abbaye aux dames, du château à l'église Saint-Étienne-le-Vieux, c'est une balade dans une ville chargée d'histoire, comme un vérigout de tripes. Guillaume le Conquérant nous a accueillis au milieu de sa ville, à cheval sur son piédestal, entouré de la garde immobile des 6 ducs de Normandie. Nous avons pris un petit chemin qui nous a menés à travers les remparts. Nous avons maintenant le décor de la ville sous les yeux, là-bas, sous le ciel. C'est la pointe de Notre-Dame du Guibret, au milieu de son quartier où jadis se tenait une foire créée, fondée par Guillaume le Conquérant. Là-bas encore, c'est Saint-Gervais, c'est l'église de la Trinité. À nos pieds, c'est le bouleversement des jardins, des rocs, des rochers sur lesquels se dresse cette citadelle immense. Nous n'avons que quelques mètres à faire pour que, brusquement, derrière cette poterne que nous allons franchir, 10 siècles d'histoire nous accueillent, pénètrent en nous peu à peu, éclatent et brusquement nous bouleversent. Nous sommes bouleversés en 1957 dans cette archive. Bonjour Laurence Jean-Marie. Bonjour. Laurence Jean-Marie, vous êtes maîtresse de conférences en histoire médiévale à l'université de Caen, Normandie. Et avec vous aujourd'hui pour parler de l'histoire de cette ville de Caen, Bénédicte Guillot, bonjour. Bonjour. Archéologue, responsable de recherche archéologique à l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Quand commence Caen ? Je vous pose la question à toutes les deux, Laurence Jean-Marie. Quand commence quand avant le millénaire que l'on célèbre cette année, puisque vous l'avez tout à fait justement dit, c'est le millénaire de la première mention conservée, mais clairement pas d'une fondation, et d'ailleurs il y a sans doute jamais eu de fondation. Disons que c'est à peu près le point de départ, et ça se situe sur des décennies, du développement d'une agglomération véritablement urbaine, qui trouve ses racines dans les siècles précédents, mais qui connaît un développement urbain à peu près à cette époque-là. Voilà, au XIe siècle, il se passe quelque chose, mais bien sûr, il y avait une occupation auparavant. Il y a de nombreuses villes romaine, pour le dire simplement, en Normandie, on pense à Vieux, on pense à Coutances, on pense à Avranches, on pourrait en citer plein. Quand est-elle une ville romaine ? Est-elle une ville marquée par la présence romaine ou une ville gallo-romaine ? Alors, il y a une occupation romaine à Caen, mais il ne s'agit pas d'une cité, ce n'est pas une ville. Donc on a des vestiges antiques, du point de vue géographique, la localisation sur le territoire. Caen est déjà occupée à l'époque romaine, mais ce n'est absolument pas une grande ville, ni une cité. À côté, on a Bayeux. C'est Bayeux, et Caen se situe entre Bayeux et Lisieux, donc on est vraiment plutôt sur un territoire qui est parcouru, plutôt qu'une grande cité. Oui, voilà, c'est un endroit où l'on passe, c'est-à-dire qu'il y a ces voies romaines qui sillonnent toute la Normandie. On y passe, il y a une occupation, mais ce n'est pas encore la grande ville. À partir du moment où les Normands s'installent en Normandie, le traité de Saint-Clair-sur-Epte, c'est 911, avec Rollon, le chef viking. Ça y est, nous avons un duché en Normandie, très bien. Mais quelle est la ville principale ? Quelle est la capitale de ces Normands ? À cette époque-là, c'est sans conteste Rouen. Et d'ailleurs, le centre du pouvoir des premiers ducs de Normandie est surtout implanté dans la partie orientale du duché, alors que l'ouest est moins contrôlé, n'est que progressivement intégré. Donc c'est véritablement Rouen. Oui, avec la vallée de la Seine qui est vraiment le cœur de ce duché. J'utilise ces mots-là pour être plus simple. Et puis après, ça s'étend de plus en plus vers l'ouest jusqu'à rencontrer la Bretagne, bonjour, le Mont-Saint-Michel qui va apparaître ici. Dans cette histoire-là, Bénédicte Guillot, on peut dire que nous avons une période, celle qui nous intéresse, ce XIe siècle, qui est une période où l'archéologie peut nous apprendre beaucoup. Il y a comme un déficit de sources sur ces périodes Xe, XIe siècle, et là, l'archéologie vient compléter, aider pour essayer de saisir ce qui s'est passé.
Voilà, on essaye de travailler avec les historiens. Pour la ville de Caen, c'est un petit peu plus compliqué, puisque la ville a malheureusement été fortement détruite après la Seconde Guerre mondiale, en 1944. Ce qui veut dire que la majorité de la ville, c'est des bâtiments qui sont de la reconstruction. Moi, j'interviens en archéologie préventive lors des travaux. Donc, il y a très peu d'opérations archéologiques dans le cœur même de la ville de Caen. Donc on peut donner un petit peu des indications. Sur le château, c'est un petit peu différent. Mais autrement, c'est vrai que c'est un petit peu le déficit. Et donc on s'appuie également sur les textes pour essayer de comprendre un petit peu comment pouvait être gérée cette ville avant la grande figure de Guillaume. D'ailleurs, on l'a évoqué, 1025, c'est la première mention conservée, retrouvée de cette ville, ce qui signifie qu'elle existe déjà. S'il y a une mention de la ville, enfin, la logique veut qu'on mentionne quelque chose qui existe. Laurent Jean-Marie, à quel moment, quand devient une ville particulière, peut-être une rivale de la ville de Rouen ? Alors, au début du XIe siècle, ce n'est pas encore une rivale. En revanche, comme vous le dites, les premières mentions de Caen attestent que l'agglomération a déjà acquis une certaine importance. Ces premières mentions figurent dans des chartes ducales, Richard II, Richard III, et puis Robert le Magnifique. Et ce sont des donations à des établissements religieux et les diverses donations de morceaux de leur pouvoir évoquent plusieurs églises, un port, un ton-lieu, c'est-à-dire une taxe sur la circulation des marchandises, tous ces éléments, foires et marchés également, qui montrent un certain développement urbain déjà important, mais on n'en sait pas beaucoup plus, en tout cas pour le début du XIe siècle. On peut considérer que l'essor plus manifeste commence avec Guillaume. Guillaume le Conquérant. Voilà. Alors, cette histoire de Guillaume le Conquérant est une histoire qui débute non pas à Caen, mais à Falaise. Il était une fois un roi qui chassait. Place aux meutes! Place aux meutes, vilain! Laissez passer la chasse du contrebas! Place aux meutes! Gardez-vous de la chevaucher! Errez vos coursiers au bord du ruisseau, messire! Il me semble par Dieu que je vois comme une étoile à la mi-temps de ce ruisseau. Comment te nommes-tu, lavandière? On m'appelle Arlette, monseigneur. Qui t'a donné ce nom? Je le tiens de mon père, qui est pelletier au Val d'Ante. Arlette, te plairait-il de te présenter au château ce soir? Si monseigneur me désire et requiert mon corps, qu'il me traite non comme ribaude ou chambrière, mais comme fille de prud'homme. En tel cas, que monseigneur me fasse envoyer ses palefrois. Il serait en vérité dommage qu'en telle fierté tu fisses souche de vilain. Messire, vous irez l'acquérir demain, ainsi qu'elle le désire en plein jour. Et vous l'amènerez au château sur la plus belle de mes acnées. Que la chasse reprenne! Relâchez les meutes! Robert le Magnifique, duc de Normandie, et Arlette de Falaise. Quelle belle histoire d'amour. Laurent Jean-Marie, vous savez, partie de la légende aussi, et c'est la naissance de Guillaume le Conquérant. On peut le présenter, Guillaume le Conquérant, parce que cette origine même nous permet de saisir le surnom qui lui est donné, Guillaume le Bâtard. Oui, tout à fait. Donc Guillaume, quand il devient duc à la mort de son père, donc Robert le Magnifique, ça n'est qu'un enfant. Et il est aussi marqué par cette bâtardisme qui ne pose pas véritablement de problème à cette époque-là. Ce qui pose surtout problème, c'est qu'il est enfant et qu'une période de minorité est une période favorable aux contestations du pouvoir, et donc il doit faire face en Normandie occidentale, médiane, à des révoltes aristocratiques,
Et ceci a sans doute un lien avec l'histoire de la ville de Caen, puisque sa volonté d'y construire un château, il y réunit, lorsque les révoltes sont terminées, à la périphérie de Caen, un concile de paix pour rétablir la concorde. Tout cela entre sans doute en résonance donc avec le développement de Caen, sur lequel il cherche à s'appuyer, mais qu'il cherche aussi à contrôler. Et par là, toute cette partie de la Normandie médiane et au-delà occidentale. Avec un personnage qui devient duc de Normandie en 1035, il a seulement 7 ans, c'est un gamin quoi. 1035 c'est intéressant parce que c'est cette date que nous évoquons sans cesse, 1025 pour la première mention de Caen. Donc on est dans cette période-là. Le château de Caen, parce qu'il va falloir visiter cette ville avec ses grands monuments, le château de Caen, est-il possible de le dater ? Alors ça dépend ce qu'on entend. C'est l'occupation sur le promontoire, puisque Caen a la chance, ça a dû aussi favoriser le choix de Caen, ou de sa position géographique, le port, etc. Il y a un promontoire naturel, donc c'était plus simple, sauf qu'il est très grand, le promontoire, puisqu'il fait plus de 5 hectares, donc il faut enserrer tout cela. Donc le château même, ça date de la période de Guillaume. On a un texte assez fameux qui parle justement de Caen et qui dit qu'il n'y a pas de créneau, en tout cas il n'y a pas de fortification, et ensuite des donations. Là je m'appuie plutôt là-dessus, puisque l'archéologie on n'arrive pas à dater aussi précisément, qui dit qu'il y a un château. Donc c'est vraiment Guillaume qui fait le château, même s'il y a certainement déjà une occupation à l'intérieur. Le château fait 5 hectares, donc on a une partie qui est civile, on va dire, autour d'une paroisse avec une église, et puis toute une partie, là, qui fait vraiment partie du domaine royal, enfin du domaine ducal d'abord, avec le palais. Voilà, parce que ici nous avons je n'ose pas utiliser le mot cité, mais enfin un espace, on va dire un gros village, un gros bourg qui prend de l'ampleur, qui prend sans cesse de l'ampleur, et c'est ce lieu-là que Guillaume choisit pour y bâtir sur ce promontoire, ce château. Par rapport au choix du lieu, le promontoire c'est une chose, mais la localisation de Caen dans l'ensemble normand, c'est intéressant parce que ça nous décale quand même. Rouen c'est beaucoup plus à l'est. Oui, tout à fait. Donc on est en Normandie centro-occidentale. Il faut noter que c'est un domaine ducal, la Willa, qu'on peut traduire non pas par ville au XIe siècle, mais plutôt par domaine, appartient au duc. Donc le pouvoir ducal y est implanté. Et puis on est sur le cours de l'Orne, à proximité de la mer. Avec circulation des navires jusqu'à Caen, depuis le port de Ouistreham, donc un intérêt pour les communications, cet éperon qui est un site naturel défensif, et puis une riche région, la plaine de Caen, favorable au développement économique, agricole, etc. Donc il y a à Caen un certain nombre de conditions réunies pour en faire un point d'appui fortifié, mais aussi le développement d'une agglomération, sachant que le terme bourg qui apparaît dès les premières mentions et encore plus sur Guillaume ne désigne pas à cette époque-là une petite ville, désigne en fait un espace sous l'autorité d'un seigneur dont les populations bénéficient de droits, mais aussi de devoirs. Donc, avec la fondation d'un bourg, on n'en connaît pas la date, il y a aussi la volonté de développer l'agglomération. Ouais, vraiment, Bénédicte Guillot. Oui, il y a aussi une chose que Caen n'a pas, justement, il n'a pas d'évêque. Ce n'est pas un évêché, et donc ça veut dire qu'il n'y a pas un pouvoir déjà bien appuyé comme à Bayeux, avec les évêques qui ont un pouvoir temporel énorme. En plus, ça situe, quand on regarde la Normandie, vraiment en plein cœur de la Normandie, entre Bayeux et Lisieux. Et donc il y a ça aussi qui a dû jouer, c'est que c'était déjà en effet des possessions ducales, et en plus, il n'y a aucun grand personnage qui peut un peu concurrencer sur son territoire. Et oui, c'est vraiment intéressant ce que vous dites là, parce que les évêques sont installés dans ces villes issues de la romanité, là où il y avait des diocèses, et quand ça n'existait pas, donc il n'a pas d'évêque pour l'enquiquiner dans sa propre ville. Non, mais c'est intéressant, dans ces rivalités de pouvoir, pas d'évêque et pas de grand juste à côté qui pourrait l'embêter. On peut dire que on la rappelle, Guillaume a 7 ans quand il devient duc de Normandie, et ce choix-là, c'est aussi la volonté d'avoir un peu les mains libres, qu'on le laisse tranquille.
Les rivalités sont nombreuses. Laurence, Jean-Marie, d'ailleurs, une question se pose. Quand on a 7 ans et qu'on est duc de Normandie, on ne décide pas tout seul. Il a un entourage solide autour de lui? Oui, bien sûr, il est entouré d'aristocrates fidèles, même si certains se révoltent. Pour préciser en rapport avec Caen, les actions de Guillaume à Caen datent sans doute de la décennie peut-être 1050, surtout 1060. Donc une fois que son pouvoir, une fois qu'il est adulte, qu'il a pris les rênes du duché et que son pouvoir est bien assis. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent dans les chartes ducales, donc il les met, les mentions de bourg et aussi, et c'est concomitant, la fondation des 2 abbayes. L'abbaye aux hommes, l'abbaye aux dames. On a ici une série de monuments et l'impression de regarder le plan touristique de la ville de Caen avec les différents... Mais non, mais c'est tellement magnifique à voir et toujours très très impressionnant. C'est-à-dire que dans la construction de la cité qu'imagine Guillaume, il faut cela. Il faut un château, ses abbayes, une église. On va très vite trouver tous les éléments constitutifs de ce qu'est une ville telle qu'elle est désiré, imaginé au XIe siècle? Parce que ça va loin quand même, hein, l'abbaye aux hommes, l'abbaye aux dames, l'idée d'avoir 2 abbayes, d'avoir le château, c'est très rapide cette construction-là. Oui, et puis 2 abbayes dans la même ville qui n'est pas une cité, c'est quand même quelque chose de remarquable, même si pour un duc fonder une abbaye, c'est tout à fait normal, c'est un moyen de montrer son pouvoir, c'est aussi une affaire de dévotion et de faveur accordée aux ecclésiastiques dans une période où se termine la reconstitution du réseau monastique qui avait été bien endommagé sous la période, avant le Xe siècle et au Xe siècle au début encore. Et puis 2 abbayes, c'est lié aussi à la volonté de contenter la papauté qui reproche à Guillaume d'avoir épousé Mathilde, fille du comte de Flandre, et avec laquelle il a une consanguinité au 7e degré, et donc c'est un moyen de faire pénitence. Mais sans doute tout autant, c'est un moyen d'asseoir son pouvoir en fondant de part et d'autre du château. Ça aussi c'est important de le montrer, et de le dire, pour structurer l'agglomération, ces 2 abbayes. Et puis aussi, en complément, c'est aussi l'importance de Mathilde aussi qui est montrée là, parce qu'on parle souvent, c'est Guillaume bien sûr, mais Mathilde a une importance vraiment très très importante aussi dans le couple, et il y a les 2 abbayes qui sont créées en même temps. Oui, merci vivement de mettre en avant cette figure de Mathilde, parce que Mathilde est souvent connue puisque son nom est associé à la tapisserie de Bayeux, qu'elle n'a pas réalisée, qui n'est pas une tapisserie. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments de précaution. Ce personnage de Mathilde nous est présenté par Michel Deboire de La Forêt. Michel Deboire, donc historien, archéologue, membre de l'Institut et doyen de la faculté des lettres de Caen. Elle a été certainement volontairement assez effacée. Quant à cette histoire de Mathilde martyrisée par son mari, il y a la version traînée par les cheveux à la rue Froide jusqu'à la Croix-Pleureuse, mais il y a d'autres versions. On sait qu'elle a été l'épouse de Guillaume, on sait qu'elle l'a assisté, qu'elle l'a suppléé lorsqu'il a séjourné en Angleterre depuis septembre 66 jusqu'à la fin de 67. Et probablement aussi a-t-elle exercé un certain pouvoir de régence lors d'autres absences de Guillaume. Mais les textes n'en parlent pas tellement, mais ça paraît aller de soi. Nous étions en 1983 avec cette archive. La figure de Mathilde ici est à prendre en compte, mais même pour comprendre le fonctionnement de ce duché de Normandie où nous avons Guillaume, le duc, nous avons Mathilde, son épouse. Comment ça se construit en Normandie? C'est un pouvoir qui est extrêmement concentré autour du duc, ou alors il s'appuie sur tous ses barons? Alors, il est nécessaire qu'il ait des relais de pouvoir. Il s'appuie effectivement sur ses vassaux, ses barons, et puis il circule dans le duché.
Donc il réside par moments à Caen. D'ailleurs, le palais qui se trouve à l'intérieur du château, qu'il a sans doute fait construire, le montre. Mais il se déplace, et encore plus après 1066, lorsque l'Angleterre est conquise, il devient roi d'Angleterre, et il est aussi en Angleterre. Donc la méthode de gouvernement, c'est de se déplacer, mais aussi d'avoir des représentants sur place. Par exemple, à Caen, existe sans doute sous Guillaume un châtelain. Les choses sont mal connues, mais qui est là pour être le représentant du duc et pas seulement le gardien du château. Et il est possible aussi que Mathilde ait résidé à Caen sans que Guillaume soit présent, mais elle aussi se déplace. Oui, parce que nous avons un pouvoir itinérant. Ces cours itinérantes, c'est vraiment le phénomène qui marque à peu près l'intégralité de cette histoire des monarchies. Les cours sédentaires, c'est rien du tout. Avec Bénédicte Guillot, ici, la possibilité de la comparaison, parce que se déplacer signifie disposer d'autres résidences, d'autres châteaux. Le château de Caen, on l'entend bien, c'est un château complexe, au sens où il y a le palais à l'intérieur du château. C'est quelque chose d'exceptionnel, ou alors c'est la reproduction de ce que l'on connaît déjà ? Alors, pour le château de Caen, c'est Guillaume qui a vraiment créé le château. Donc là, il a aménagé son palais, qui a surtout été fouillé d'ailleurs par Michel de Boire, dans lesquels on a une grande salle, peut-être pas celle qu'on présente aujourd'hui, mais une grande salle, toutes les salles à côté, les entrepôts, on doit avoir tout ce qui fait partie du domaine royal et du palais. Mais là, il l'a créé lui-même, alors que Rouen, qui est quand même la grosse capitale, je ne parle pas même pas de Londres, dans lesquelles là, il fait carrément construire la tour de Londres pour montrer vraiment son pouvoir. Rouen, il y a déjà le château des ducs de Normandie qui existe déjà. Malheureusement, il n'en reste plus rien du tout. Donc je ne pourrais pas comparer avec Rouen, parce qu'on n'a jamais pu détruire la halle aux toiles à Rouen pour pouvoir fouiller. Donc pour l'instant, mais Caen est vraiment particulier parce que là il crée ex nihilo. Donc il aménage son palais lui-même avec exactement tout ce qu'on retrouve dans toutes les grandes salles d'Europe et aussi dans les palais des abbés, dans tous les grands de cette période-là. On a la grande salle, on a les établissements plutôt publics et on a tout ce qui est autour. Donc il n'y a pas de changement, à part que c'est lui qui crée Caen. Avec un donjon ? Non, justement, c'est très intéressant parce qu'il ne crée pas de donjon. Il n'a pas besoin, il a un palais. Donc là, c'est vraiment c'est intéressant. C'est à peu près l'endroit où là, il ne crée pas de donjon. Il n'a pas besoin de donjon pour montrer son pouvoir. Il est déjà chez lui, on va dire. Donc, il aménage son palais, contrairement aux autres endroits, et surtout en Angleterre, où là, il y a sa fleurie de donjons qui utilisent d'ailleurs la pierre de Caen pour construire, ce qui est très important aussi. Et là, en Angleterre, les donjons fleurissent partout, mais pas au château de Caen. La pierre de Caen, vous venez de l'évoquer, elle est importante cette pierre de Caen. C'est quoi comme type de pierre ? C'est pas ce qu'il y a de plus dur à tailler ou à couper, hein ? Effectivement, et donc c'est pour ça qu'elle est intéressante. C'est une pierre calcaire, puisqu'on est dans une région sédimentaire. C'est une jolie pierre claire, avec des reflets un peu jaunes, et elle est facile à extraire. Il y a des carrières un peu partout dans Caen et dans les environs, y compris dans le château. Et donc, elle est extraite pour construire les bâtiments du château, mais aussi envoyée outre-Manche. Il y a on va pas dire que la tour de Londres est construite en pierre de Caen, c'est uniquement quelques parements justement par sa qualité, mais il y a aussi de la pierre de Caen à la cathédrale de Canterbury, etc. Pour revenir sur le château, un donjon est toutefois construit, mais postérieurement à Guillaume, il est attribué à Henri Ier, l'un de ses fils, qui devient pas immédiatement après le décès de Guillaume, mais un peu plus tard, duc de Normandie. Et du point de vue de l'assise du pouvoir, le palais de Guillaume ne correspondait qu'à une infime partie du château de Caen. Son aula, si c'est bien cela, donc qui a été fouillé par Michel de Boire, et Bénédicte est réintervenu sur ce chantier, était quand même de taille modeste.
Et une deuxième, celle qui sera appelée plus tard la salle de l'échiquier, apparaît au début du XIIe siècle, celle qui est encore debout, très fortement restaurée compte tenu des destructions de la Seconde Guerre mondiale, qui est cette fois-ci une aula de très grande taille. Aula, donc une grande salle. C'est une grande salle d'apparat, de gouvernement, de réception. Bénédicte Guillot. Oui, c'est intéressant que ce soit Henri Ier qui construise, là cette fois-ci une tour maîtresse qui ressemble à toutes les autres tours maîtresses. Il construit aussi Falaise, le même à Falaise. C'est parce qu'il n'était pas destiné à être duc de Normandie ni roi d'Angleterre. Il devient roi d'Angleterre grâce, on va dire, à la mort d'un de ses frères. Et il devient duc de Normandie en battant son autre frère, le frère aîné, qui l'emprisonne à Rouen. Donc là, c'est important pour lui de remontrer son pouvoir au château de Caen. À peu près tous les grands ducs ont fait quelque chose au château de Caen, ont continué à construire. Et là, c'était important à ce moment-là de faire une grande tour maîtresse. Avec Henri Ier Beauclerc, nous sommes dans les années 1120, donc nous sommes un peu plus tard. Henri Ier Beauclerc qui construit des donjons partout, vous l'avez dit, à Caen, à Falaise, à Vire aussi. On peut les voir, ces donjons, en tout cas ce qu'il en reste. Moi, je vous propose une visite du château de Caen. Vous allez nous l'éclairer un petit peu, cette visite-là de 1957. Laurence Jean-Marie, Bénédicte Guillot. Dans cette pièce, qui fut la pièce principale du château, il y a des groupes de fenêtres. Ces fenêtres qui donnaient la clarté du jour et qui permettaient de surveiller la campagne environnante de presque tous les points. Il y a en face de moi une magnifique cheminée normande, du plus pur style, et tout à côté la porte de ce qui fut la chapelle. Mais je crois que pour nous, l'intérêt principal serait de gagner le point dominant du château, d'où les guetteurs observaient la campagne et donner l'alerte en cas de danger. Danger, cri d'alarme, appel aux armes. Il semble que ces termes jalonnent l'histoire de ce château depuis des siècles. Et en effet, il suffit de se tourner pour savoir que ce lieu a été choisi de façon à être le lieu le plus exact qui pouvait convenir à une maison de guerre, à une demeure seigneuriale. Moi, ce que j'entends, surtout quand vous m'en parlez de ce château, Laurent Jean-Marie et Bénédicte Guillot, c'est que bien sûr, il y a un aspect défensif pour le château, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas que ça. L'aspect symbolique est très, très important. C'est sans doute aussi important que d'avoir des murs épais pour éviter les attaques. Ces murs épais sont là aussi pour montrer qu'on est puissant. On peut le concevoir comme ça, ce château ? Oui, tous les châteaux, que de la petite tour, de la petite forteresse d'un petit baron jusqu'au gros château, il y a toujours le côté pouvoir et montrer son pouvoir, et aussi le fait qu'on rentre dans le château. Donc c'est comme un peu quand on rentre dans la ville, on rentre dans un autre espace qui est totalement différent quand on rentre dans une ville par une porte, et quand on rentre dans le château aussi. En plus, le château de Caen déjà est très grand, à la pierre de Caen sur place. Donc tous les édifices sont en pierre de Caen. Et donc ça devait vraiment être très très important quand on rentrait dans le château de voir tous ces immenses édifices qui montraient le pouvoir du duc roi. Pour entrer dans ce château, on doit passer... Écoutez, moi je mobilise mes connaissances de château fort avec des douves et un pont-levis. Est-ce que l'on a ça à Caen ? Alors, peut-être pas des douves. Parce que douve, souvent, on parle si c'est en eau. Là, c'est sec. Mais en effet, on doit franchir, au XIe siècle, il y a 2 entrées. Une côté ville et une autre côté champ, comme assez classiquement, où on passe par certainement une tour-porte pour fortifier au niveau du palais. Et là, en effet, on doit franchir les fossés. Et une fois qu'on entre dans cet espace, le château c'est une chose, mais les habitations, les constructions c'en est une autre. Il y a les cours aussi. Il y a de la place dans ce château de Caen. Il y a une grande basse-cour, une grande haute cour, Laurence Jean-Marie. Oui, tout à fait. Il faut souligner que on connaît mal l'état de l'enceinte du château sous Guillaume, mais a priori, c'était déjà le périmètre que l'on connaît aujourd'hui, donc un très vaste espace enceint d'environ 5 hectares, qui en fait véritablement un des plus grands espaces enceints d'Europe de cette époque-là. Et quand on regarde, même lorsqu'il y a la salle de l'échiquier et le donjon, ce n'est qu'une petite partie du château. Et donc, une bonne partie de l'espace est occupée sans doute par des habitations,
il y a l'église Saint-Georges qui dessert une paroisse interne au château, donc qui signifie qu'il y a des paroissiens. On connaît très peu de choses de ces habitations pour le XIe siècle. On les connaît un peu mieux pour les siècles suivants. Mais donc, il y avait toute une vie dans le château et sans doute ceux qui résidaient là étaient des canets, mais membres des élites. N'importe qui ne pouvait pas prétendre résider dans le château. Mais donc, c'est tout un écosystème à la fois lié à la ville, mais clairement séparé d'elle aussi par le faible nombre de portes et le fait que, au moins au début, la porte principale ne donne pas vers la ville, mais à l'extérieur de la ville. Et donc, c'est un ensemble, peut-on dire, séparé de cette ville. On parle beaucoup de cette salle de l'échiquier, enfin vous en parlez. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est, parce qu'on imagine en train de jouer ici certains chevaliers. Pas du tout, hein, c'est pas ça, cet échiquier. Non, le terme échiquier d'ailleurs ne vient pas du... Enfin, c'est pas l'échiquier de jeu, hein, c'est la table qui représente un échiquier pour les contes. Et c'est un terme qui vient du 19e siècle, mais qui est assez pratique, parce qu'on a un peu de mal à traduire justement en anglais, c'est hall. C'est plus facile que nous, on parle de grande salle ou de aula. Donc c'est une des dernières encore debout, même si elle a été bien reconstruite en France. Donc c'est une très grande salle qui sert un petit peu à tout, à rendre la justice, à bien sûr récupérer les impôts, récupérer ce qu'on doit au duc, et puis aussi pour les grandes réceptions. Donc on est vraiment sur les grandes salles qu'on trouve vraiment partout. C'était vraiment le lieu, et c'est celui-là qui doit être décoré avec des grandes fenêtres dont parlait Michel Deboire. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Quand on rentre à l'intérieur, c'est plus de 200 mètres carrés, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez imposant quand on rentre dans cette salle. Ce château a été fouillé récemment, enfin ça fait longtemps qu'il est fouillé, mais il y a des fouilles récentes. Qu'est-ce qu'on connaît de lui qu'on ne connaissait pas avant ? Qu'est-ce que nous ont appris ces fouilles ? Alors là, la chance de la restructuration complète du château a permis un petit peu d'aller partout dans les 5 hectares. Et donc là, on renouvelle énormément. Alors, les fouilles viennent de finir, là, se finissent là. Donc, comme vous savez, en archéologie, on a le travail qu'on appelle post-fouille, donc d'études. Donc, pour l'instant, les datations ne sont pas encore très précises. Mais en tout cas, pour toute la partie nord donc du palais, maintenant, on a l'impression que c'est un peu vide. Et il y avait des constructions partout. Puisqu'on a pu mettre en évidence un immense entrepôt, la prison également, et une entrée fortifiée du palais qui n'était pas comprise, puisqu'une des grandes questions était qu'est-ce qui séparait le côté palais et le côté paroisse ? Est-ce qu'il y avait certainement quelque chose matériellement marqué dans le sol ? Et alors, je ne sais pas, je ne peux pas dire si ça date déjà de Guillaume ou plutôt d'Henri Ier ou de ses successeurs, mais en tout cas, on a un nouveau fossé qui était totalement inconnu et une entrée fortifiée. Donc, on ne pouvait pas entrer, voir la tour maîtresse et ressortir de la ville sans passer déjà par... alors, c'est pas un pont-levis, mais c'est quand même une entrée fortifiée, un fossé. Donc, il y a quand même une vraie séparation entre le côté palais. Et devant, on a une immense cour, vraiment très bien faite. Donc ça veut dire que les gens qui rentraient et qui étaient par exemple au milieu du château, côté église, voyaient la tour maîtresse, on est bien au XIIe siècle, la grande salle de l'échiquier, tout le palais. Et les bâtiments sont tout autour de cette grande tour de distribution, un petit peu, pour, là encore, faire ressortir et puis facilement circuler pour aller à l'entrepôt chercher quelque chose ou, de l'autre côté, rentrer dans la salle de l'échiquier. Laurent Jean-Marie, vous êtes l'autrice d'un ouvrage intitulé « Caen au XIe et XIIe siècle, espace urbain, pouvoir et société », en écho à ce que vient de nous dire Bénédicte Guillot. On voit bien que à l'intérieur de ce château, nous avons plusieurs espaces extrêmement délimités. On voit qu'on se balade pas comme on veut d'un espace à l'autre. Cela signifie que la ville de Caen est insérée dans le château, ou alors autour du château se développent là aussi des activités et que c'est l'ensemble qui doit être considéré comme étant la ville de Caen. Alors, très rapidement, c'est l'ensemble, même si on peut se demander si au début du XIe siècle, le premier bourg, agglomération, pourrait-on dire, privilégiée, ne se situait pas à l'intérieur du château. Ceci dit,
très rapidement, on en est sûr, au moins sous Guillaume, le bourg s'étend au pied, centré sur la paroisse Saint-Pierre de Darnétal, une église aujourd'hui qui est postérieure, qui est de l'époque gothique, mais le bourg est sans doute aussi entouré d'une enceinte, et c'est le cœur de la ville. Cela dit, très rapidement, cela s'étend hors de cette enceinte, ne serait-ce que parce que les deux abbayes, dès leur fondation, donc de part et d'autre, hors de ce bourg primitif, obtiennent de Guillaume leur propre bourg. Et puis postérieurement, à partir du XIIe siècle, un développement vers l'Orne, ce qu'on appellera plus tard l'île Saint-Jean. Et donc, Caen a une structure, si on essaie d'en restituer le plan, à la fin du XIe siècle, polynucléaire, avec plusieurs noyaux, et des noyaux périphériques qui seront rejoints par le développement urbain. Avec plusieurs bourgs. C'est intéressant d'imaginer ça à Caen, cette idée-là d'avoir comme un conglomérat d'espaces. On l'a dit, à l'intérieur du château, il y a plusieurs espaces, et si on se met à l'extérieur du château, on a plusieurs bourgs aussi. Exactement. C'est compliqué quand ça veut dire que on a souvent surnommé, mais comme beaucoup de villes, la ville au sans clocher. C'est peut-être là aussi l'explication, parce que chaque bourg a son clocher. Alors oui, chaque bourg a au moins une paroisse. Dans le bourg, le roi, c'est l'appellation du XIIIe siècle, lorsque la Normandie est rattachée au domaine royal, mais on peut dire bourg le duc auparavant. Il y a plusieurs paroisses dont la date d'apparition est difficile à situer, mais il y a aussi Saint-Sauveur, Notre-Dame de Froidrue et Saint-Étienne-le-Vieux. Et puis chaque bourg abbatial, le bourg-l'abbé et le bourg-l'abbesse, ont leur propre paroisse, et l'île Saint-Jean, qui n'est pas entourée, qui est extérieure au bourg du Duc, reçoit aussi une paroisse, celle qui porte le nom de Saint-Jean. Et en fait, ça n'a rien d'absolument extraordinaire. Il faut imaginer que les villes préexistantes, grosso modo les cités d'origine antique qui ont accueilli un évêque, voit aussi un développement polynucléaire au moment de la croissance urbaine des 11e, 12e siècles. Voire avant, c'est-à-dire qu'il y a la cité, le castrum antique qui comprend la cathédrale, et puis aussi des bourgs périphériques. Donc d'une certaine manière, la structuration en plusieurs agglomérations, c'est aussi un moyen, en fondant plusieurs bourgs, de favoriser le développement et de montrer que Caen a aussi les caractéristiques des autres grandes villes. C'est un dédale de rue, on peut l'imaginer comme ça, Caen qui se construit alors au XIe siècle, XIIe siècle, on va pas rester sur une chronologie précise, mais c'est ça, Bénédicte Guillot, des rues étroites, l'archétype d'une ville médiévale. Oui, bien sûr. On est vraiment avec des grandes places comme la place Saint-Sauveur. Et là, on est vraiment dans une cité assez classique. C'est juste qu'elle a grossi en un siècle, alors que les autres ont mis beaucoup plus longtemps pour arriver à ce niveau-là. Mais autrement, on reste avec le même type d'activité et les mêmes évolutions que les autres villes médiévales. Avec les mêmes soucis que partout au même moment, c'est évacuer les déchets. Je rappelle, il y a des vaches dans la ville pour le lait, il y a des chevaux qui se baladent, les pots de chambre qui passent par la fenêtre. Non, mais c'est ça, ce sont des villes boueuses. Jean-Marie, on nettoie sans cesse. Oui et non. Disons que il faut pas considérer que la ville médiévale est forcément insalubre. Alors certes, on est en milieu humide à Caen et on ne l'a pas encore dit, mais Caen est sillonné par les cours d'eau, l'Orne, la Petite Orne, mais aussi les cours de l'Odon. Et je dis bien les cours parce qu'une partie est une dérivation qui date d'ailleurs du XIe siècle et qui n'est pas un cours naturel. Donc l'eau est partout, mais comment dire, s'il y avait une telle insalubrité, ça serait propice peut-être à des développements de maladies. On n'en a pas témoignage comme partout ailleurs avant véritablement le XIVe siècle. Donc la ville médiévale n'est pas forcément si sale.
Et pour revenir sur les rues, oui, un certain nombre de rues actuelles, je pense par exemple à la rue Froide ou la rue Notre-Dame de Froide-Rue, qui correspondait à un parcours vers le nord et peut-être dans lequel le vent s'engouffrait, est attesté à cette époque-là. Comme l'actuelle rue Saint-Pierre, qui était la grande rue où étaient installées les élites. On a même une rue Écuyère attestée au XIIe siècle. Était-elle peuplée d'écuyers? C'est possible, mais ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, merci de rappeler que ces rues médiévales étaient nettoyées. Hein. C'est pas parce qu'il y a de la boue qu'on nettoie pas la boue. Et vous nous avez rappelé, Laurent Jean-Marie, que nous sommes en milieu humide en Normandie. Soit. Mais oui, il fait beau en Normandie, comme le rappelle Eula. En Normandie, on vit pluvieux. Avec ici Orelsan et Stromae. Orelsan qui est originaire de Caen, hein. Orelsan qui est canet. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, parce qu'il fait beau, avec Élise Le à la technique. Laurent Jean-Marie, dans cette description que nous avons de la ville de Caen, nous la construisons peu à peu. Donc, on pourrait dire qu'au centre, nous avons ce château, mais ce château multiple, autour différents bourgs qui se développent, et puis il y a ces deux pôles très impressionnants, hein, que sont d'un côté l'abbaye aux hommes et de l'autre l'abbaye aux dames. C'est comme ça qu'on peut imaginer cette ville de Caen. Exactement, on peut même faire plus qu'imaginer dans ce cas-là, restituer. C'est bien résumé ainsi pour la fin du XIe, début du XIIe siècle. Bénédicte Guillot, que savons-nous réellement de cette ville de Caen? Parce que nous n'avons plus les élévations, c'est ça aussi qui manque. Hein. L'archéologue trouve ici souvent les bases, les fondations. On imagine une ville qui monte en hauteur? Alors pour Caen, malheureusement, comme je le disais, on a très peu de fouilles. Là, il y en a un peu plus grâce aux travaux du tramway, qui sont faits en partie par nos collègues du service départemental. Mais par exemple, on a pu fouiller la place Saint-Sauveur, qui est une des grandes places du marché. Et donc là, on a vu, en effet, au fur et à mesure, puisqu'il y avait un petit peu d'eau et un peu de boue, au fur et à mesure, la ville monte comme un peu dans toutes les villes. C'est-à-dire, on reconstruit un petit peu par-dessus. Et donc, en effet, il faudrait redescendre. Plus on descend, plus on arriverait peut-être au XIe siècle, voire avant. Oui, c'est ça, hein, parce que ce XIe siècle, c'est celui qui nous intéresse, c'est celui de Guillaume le Conquérant. C'est le moment où Caen connaît une expansion absolument incroyable. C'est une ville riche d'activités, cette ville de Caen. On parle beaucoup du pouvoir quand on réfléchit aux villes médiévales, mais il n'y a pas que le pouvoir dans la ville. D'abord, j'ai déambulé sous les hauts toits de Caen qui resplendissent tous, tel le marbre de Paros. J'ai aperçu des foules affluées de toutes parts, apportant là, en toute hâte, d'innombrables marchandises, tel un essaim d'abeilles tissant son merveilleux ouvrage et portant le miel doré pour le disposer dans de nouvelles alvéoles de cire. Il y avait là diverses espèces de légumes, diverses sortes d'odeurs, ainsi que des vêtements de laine aux teintures variées. On trouvait aussi une abondance de toiles de lin d'un fin tissage, de la soie souple aux fils innombrables, de la cannelle, de l'encens, du poivre, des fruits, quantité de peaux d'animaux et de dépouilles de bêtes sauvages, ainsi que des carcasses de bœuf débarrassées des viscères. Le port abrite des navires imposants que la mer lui envoie, là où le fleuve a du mal à s'écouler en raison de la mer qui remonte dans l'estuaire. Maïwenn Guizio qui nous disait ici ce texte magnifique, hein, parce que nous sommes sur une description au plus près du vécu de cette ville de Caen. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'on a des informations sur cette source? Qui veut en parler? Je veux bien. Laurent Jean-Marie. Alors oui, c'est la description un peu emphatique et sans doute un peu poussée d'un moine qui vient de l'extérieur de la Normandie et qui circule au sein de la Normandie lors d'un voyage et donc qui décrit Caen. Alors, ça prouve l'activité économique de Caen, les marchandises qui sont proposées à la vente, qui viennent, qui sont produites. Mais il
il faut quand même prendre avec des pincettes. Quand il est fait allusion au marbre de Paros, c'est bien sûr une comparaison, mais peut-être qu'il pousse un peu le trait parce qu'il a été charmé par la ville. Cela dit, c'est une bonne attestation de ce qui fait l'importance de Caen aussi, avec sa proximité avec la mer et donc la Manche et le commerce maritime, de la prospérité économique de la ville à ce moment-là. Ce moine, c'est Raoul Torter, au XIIe siècle. Donc, il nous décrit cette ville, mais on voit bien ici que cette ville de Caen ne peut se comprendre sans le réseau dans lequel elle s'inscrit. Quand Raoul Torter écrit, nous sommes au XIIe siècle, c'est-à-dire que la Normandie est déjà associée à l'Angleterre, mais c'est une histoire ancienne, hein. Ces va-et-vient, ces mouvements constants. Donc, il y a la vallée de la Seine, toujours avec Rouen, qui conduit jusqu'à Paris, mais il y a ce nouvel axe avec Caen, qui conduit jusqu'où en fait Caen? Parce que une fois qu'on arrive à Caen, après par les cours d'eau, est-ce qu'on peut continuer quelque part? Alors, comment dire, l'Orne, qui est un fleuve d'une certaine importance, qui se jette en aval de Caen à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau, au port de Ouistreham, qui est encore aujourd'hui un port de communication avec l'Angleterre, puisqu'il y a une liaison de ferry. Là, on y circule beaucoup. D'ailleurs, on le sait plus tardivement, mais à la fin du XIIe siècle, il est interdit de décharger les marchandises à Ouistreham pour les bateaux qui arrivent. Il faut qu'elles remontent jusqu'à Caen, parce que c'est là le lieu de commerce. Donc, il y a, à partir de Caen, une porte vers la mer et vers l'Angleterre, voire d'autres circulations. En revanche, le cours de l'Orne, sauf pour des petits bateaux, en amont de Caen, est difficilement navigable. Mais une chose à noter, c'est que dans le cœur de la ville remontent les navires de mer. Quand je disais tout à l'heure que l'eau est très présente à Caen, aujourd'hui, on ne le voit pas. Il faut imaginer que certains navires arrivaient jusqu'au pied ou presque de l'église Saint-Pierre actuelle, où aujourd'hui il n'y a aucune eau visible. Donc l'eau est essentielle dans l'histoire de Caen, y compris pour le commerce. Et c'est ce que l'on retrouve aussi quand on fait des fouilles, c'est-à-dire que Caen n'est peut-être pas un port au sens où il y a Ouistreham qui est juste à côté, mais enfin, vu que les bateaux peuvent remonter jusqu'à Caen, quelque part, on est dans une ville portuaire. Oui, c'est un port, et en fait, Ouistreham, on l'appelle avant-port. Un petit peu comme Harfleur, et puis après Le Havre était l'avant-port de Rouen. Donc c'est vraiment un port. Après, beaucoup de marchandises aussi repartent par les canaux, parce que c'est toujours plus facile de circuler en France par la rivière que par la route. Mais en arrivant à Caen, après, on a les accès presque directs sur Lisieux, sur Bayeux et sur tout le reste. Donc c'est vraiment aussi un pôle de distribution. Et également, puisqu'on est tout autour la très riche plaine de Caen, donc c'est aussi le grand pôle où arrive pour se vendre et repartir tout ce qui vient de la plaine de Caen et toutes les marchandises. Et ça rappelle que ces Normands sont des marins, faut pas l'oublier, ne serait-ce que par leurs origines qui commencent à être un peu lointaines, origines scandinaves quand on parle du XIe siècle, mais au moment de la conquête de l'Angleterre, oui, ça, ils s'en souviennent qu'ils sont marins. Guillaume décide la guerre. Le bâtard fait alors construire une flotte de dracars. Des dracars qui seront traînés à bras d'hommes vers le flot à marée basse. Dans ces embarcations sont entassés armes et vivres, et même les chevaux de la cavalerie normande. Puis c'est l'embarquement de Dives dans la fièvre et l'enthousiasme. Parmi la foule des navires de toute taille, celui de Guillaume se distingue par sa voile ornée et la croix qui le surmonte. La confiance dans l'entreprise est totale. Les marins se hèlent de bord à bord, tandis que les rameurs rythment leur action en la scandant dans leur rude chant nordique. Et c'est le 28 septembre 1066 qu'ils débarquent à Pevensey dans le comté de Sussex. C'est Guillaume le bâtard qui s'était embarqué à Dives. C'est Guillaume le conquérant qui monte sur le trône d'Harold, roi des Anglais.
C'est épique, hein. Nous étions dans les années 1950. Alors, d'accord, Bénédicte Guillon pardonne de dire Drakkar pour les navires. Oui, bon, c'était 1950, ça va. Bah, ça va, voilà, ces navires-là. Le Drakkar, c'est quoi exactement sur les navires? C'est juste la tête de dragon. C'est un terme, voilà, c'est un pluriel qui n'existe pas et qui veut dire dragon et qui a été créé au 19e, mais c'est un terme français qui... Pour faire scandinave. Voilà. Pour faire scandinave. Qui n'existe pas, et même le pluriel est pas bon, donc voilà. Voilà, on le garde parce que c'est du vocabulaire et puis ça permet de mettre 2 K au scrap, sachant qu'il n'y en a pas 2, mais c'est pas grave. Avec ici cette évocation de la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066, on peut se poser la question de ce que devient Caen après la conquête de l'Angleterre. Est-ce que la ville conserve son importance, la renforce, ou est-ce que c'est plutôt de l'autre côté qu'on va s'intéresser maintenant ? Oui, au contraire, la conquête de l'Angleterre renforce sans doute la puissance de Caen. Les abbayes viennent d'être fondées. La Trinité a été dédicacée juste avant la conquête, donc en 1066, même si l'abbatiale n'est pas achevée dans sa construction. Et donc, Caen reste au contraire un pôle essentiel. Il ne faut pas oublier que Rouen est accessible par la Seine depuis la mer, mais il faut plusieurs marées de navigation pour remonter jusqu'à Rouen, alors que Caen est proche. Alors, bizarrement, il n'est pas sûr que il y ait des traversées pour des raisons de pouvoir, donc des membres de la famille ducale, même si on a une attestation pour Mathilde, depuis Ouistreham jusqu'en Angleterre, Portsmouth, Southampton, parce que la distance est longue. La traversée qui va devenir privilégiée, c'est Barfleur, Southampton, donc de la pointe du Cotentin, mais le prince et son entourage, quand ils traversent, qu'il arrive à Barfleur, il part vers l'ouest de la Normandie et assez souvent il fait des haltes à Caen. Donc Caen reste un pôle de pouvoir essentiel. Et puis après, avec la conquête de l'Angleterre, c'est l'argent qui rentre, qui arrive. Et donc, il y a encore plus de fonds pour pouvoir développer, agrandir et construire en Normandie et à Caen en particulier. Oui, parce que cette ville-là qui nous intéresse, on voit qu'elle est assez récente. On parle de ville millénaire, ça ne veut pas dire grand-chose. On le sent bien, même si pour Caen, il y a au XIe siècle une véritable accélération. Et ces constructions vont quand même très très vite. On a dit 1025 pour les premières mentions, donc il existait déjà quelque chose. Mais si on regarde à la fin du siècle, là ça y est, quoi. C'est une déjà très grande ville. Oui, c'est énorme le temps construit, rien que pour le château. En cintre, 5 hectares, ça fait plus de 820 mètres linéaires de fortification, sans compter tous les bâtiments à l'intérieur, sans compter l'enceinte de la ville, et après il y a les abbayes, les enceintes des abbayes, etc. Donc c'est vraiment un chantier de construction. La seconde moitié du XIe siècle, Caen était toujours en construction, certainement. Avec ce personnage qui nous intéresse aujourd'hui, Guillaume le Conquérant, on l'a fait naître tout à l'heure à Falaise avec Robert le Magnifique et Arlette, et hélas, il faut bien qu'il meure. Nous sommes maintenant à un autre moment de cette histoire, un moment important aussi, c'est 1087. Capitaine ardent, duc aimé et équitable, roi respecté d'un pays qui aurait pu le haïr, il revint quand même dans sa Normandie bien-aimée pour y mourir. Il la trouva cette mort à Mantes. Et là, nous avons 2 versions. Les 2 sont d'ailleurs semi-légendaires et se perdent dans le temps. La première veut qu'il ait trouvé cette mort lorsque son cheval buta sur une racine. La seconde version, bien plus amère, nous dit qu'il est mort de la main de son propre fils, qui était devenu l'allié de son ennemi, le roi de France. Voici la sanglante mêlée. Parmi tous ceux qui combattent, 2 hommes portant la lourde armure luttent au corps à corps. Lutte égale en courage, en force, en volonté de vaincre. Lutte à mort fatale pour l'un d'eux. Guillaume, fils de Robert le Magnifique. Guillaume, appelé le Bâtard, puis devenu le Conquérant, duc de tous les Normands et roi de tous les Anglais. Voici ta destinée, tué par ton fils. Ton corps porté dans une fosse trop étroite. Un vilain qui réclame le prix du terrain non payé en vociférant sur ta dépouille inhumée sans cercueil. Et cependant, à l'abbaye aux hommes,
sur ta tombe 2 fois profanée, se lit le mot superbe et véridique que tu gravas toi-même à la pointe de ton épée durant les jours de ta vie. Invictissimus. C'est grandiloquent, hein. Dites toujours Jean-Marie, après la mort de Guillaume le Conquérant, il y a des tensions entre ses enfants, c'est peu de le dire. Est-ce que la ville de Caen en souffre ? Immédiatement, on n'a pas d'attestation. En revanche, il est clair que il y a des tensions tout début 12e, lorsque Henri Ier Beauclerc, qui était devenu roi d'Angleterre, veut prendre la Normandie à son frère Robert Courteuse, et à ce moment-là apparaissent dans les sources des mentions de Cannet qui, pour faire simple, se partagent entre les deux parties, et on a les premières attestations, les premiers noms de Cannet importants, et parmi eux un certain Aïulf du Marché, qui porte son nom parce que sans doute il réside sur le marché, c'est un grand commerçant, et qui fonde juste à côté de Caen l'abbaye d'Ardennes, qui est l'actuel siège de l'IMEC, et ça montre bien aussi que les élites urbaines se sont enrichies, et sans être aristocratiques à proprement parler, elles ont une ampleur sociale qui les en rapproche. Avec l'IMEC, qui est l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, c'est bien ça, hein. Exactement. Juste pour terminer, mais vraiment en un mot, Bénédicte Guillot, qu'est-ce qu'on détruit à Caen ? Je vous laisse libre pour fouiller. C'est quoi votre fantasme ? Vous le ferez pas parce que vous détruisez pas. Alors, c'est dommage parce que les collections sont magnifiques, mais ça serait le musée des Beaux-Arts. Ah mince, alors le musée des Beaux-Arts, faut y aller, le Pérugin. Mais les collections sont absolument exceptionnelles. Non, c'est vrai, hein, le mariage de la Vierge du Pérugin, c'est merveilleux, mais le mieux c'est d'aller visiter Caen. Merci vivement à toutes les deux d'être venues dans le cours de l'histoire pour fonder Caen avec nous. Prochain épisode dans le cours de l'histoire, les Normands et les Normandes se révoltent. 1639, la révolte des nu-pieds antifiscale. Tu perds tes souliers. Grâce opulente Normandie. Normandie qui possède tout. Tout ça, c'est pour le roi. Normandie qui a créé la sole normande, le poulet valet d'Auge, le canard à la rouennaise, les tripes à la mode de Caen, l'andouille de Vire, le camembert, le pont-l'évêque, le livaro. Tout ça, c'est pour le roi. Normandie à qui il ne manque que le vin. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Oui, mais elle a le cidre. La gabelle. Pour cette année, ça fait combien ? La révolte des nu-pieds demain dans le cours de l'histoire, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloux, Maël Vincent Randonnier et Mayouen Guizou. Le cours de l'histoire à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.